Bon, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être avec nous en direct ce soir. Je suis Jean-Gaspard Toutoumai du collectif Appel à Agir. Nous allons donc avoir l'indirect avec vous. Nous avons un invité spécial ce soir, c'est Freddy Mendom qui sera en direct avec nous. Nous avons utilisé l'application Zoom pour le direct de ce soir. Sont présents comme membres du collectif Marc Ona, Franck Jimbi, Edgar Ovono et bien sûr Elsa. Donc, je vais laisser tour à tour la parole aux uns et aux autres, en commençant par Franck, pour nous introduire la soirée. Et je me chargerai de prendre donc les interventions des uns et des autres sur Facebook pour les faire partager à nos amis qui seront en ligne avec nous. D'ores et déjà, je vous souhaite une bonne soirée. Nous essaierons de tenir le délai d'1 heure d'émission parce que nous pensons que c'est un temps raisonnable. Et au-delà, ça pourrait commencer à épuiser et les unités et le temps des uns et des autres. Bonne soirée aux uns et aux autres. Merci. Alors, merci Jean-Gaspard. Merci aussi à tous les compatriotes. Merci à tous les Gabonais qui nous écoutent et qui nous suivent aujourd'hui pour ce chat live sur Facebook. Alors, comment va le Gabon? Comment vont les Gabonais? C'est une question que nous nous posons. Mais cette question, la réponse, elle est évidente. La réponse, elle coule de source. Il suffit de discuter avec les Gabonais, de converser avec eux dans les bars, dans les quartiers, à vos lieux de travail, invariablement, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur considération, les Gabonais vous diront toujours la même chose, le pays va mal. Les Gabonais sont convaincus que leur pays va mal. Les Gabonais, au quotidien, expriment leurs craintes, leur peur pour l'avenir. Ils expriment leurs doutes. Pourquoi ils expriment leurs craintes, leur peur, leurs doutes? Pourquoi est-ce que les Gabonais disent que le pays va mal? Simplement parce que non seulement le pays est très mal géré, non seulement la gouvernance est hasardeuse et chaotique, mais en plus, les Gabonais sont convaincus qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de pilote à bord de l'avion Gabon. Il n'y a pas de pilote à la barre du bateau Gabon. Les Gabonais en sont convaincus, malgré les mises en scène, malgré les différentes vidéos que nous recevons, malgré tout ce que nous voyons, les Gabonais sont convaincus qu'il n'y a pas de pilote à bord. Ils en sont d'autant plus convaincus qu'on a vu dernièrement lors du 17 août, même si le prétexte de la COVID a pu être utilisé pour justifier pourquoi est-ce que la fête du 17 août a pu quasiment être passée sous silence, mais chacun sait bien que c'était plutôt la situation du détenteur du pouvoir exécutif, détenteur suprême du pouvoir exécutif, c'est-à-dire M. Ali Bongo. C'est précisément parce que nous sommes convaincus depuis 2 ans maintenant, depuis un peu plus d'une année, en tout cas depuis février 2019, parce que nous sommes convaincus depuis février 2019 que M. Ali Bongo n'est plus en capacité de diriger le pays, que nous avons lancé le collectif Appel à Agir. Et c'est parce que nous sommes convaincus de cela, parce que nous voulions permettre au Gabon de se renouveler et de se remettre en marche, que nous avons entrepris un ensemble de démarches. Nous avons entrepris des démarches auprès des institutions judiciaires, de l'institution judiciaire, comme chacun le sait. Nous avons saisi le tribunal pour donc demander une expertise médicale sur la personne de M. Ali Bongo. Chacun a suivi ce feuilleton qui a tourné en un véritable vaudeville, ce feuilleton qui a mis en lumière donc les limites de notre justice et qui a mis en lumière les connivences institutionnelles qui peuvent exister entre la justice et le pouvoir exécutif. On a bien vu comment est-ce que la justice elle-même, sans songer à l'image qu'elle renvoyait d'elle-même, s'est pris les pieds dans le tapis dans cette histoire de la saisine que nous avons introduite. Nous avons également, à plusieurs reprises, alerté toutes les institutions. Nous avons alerté les différents premiers ministres qui se sont succédés. Nous avons écrit au président du Sénat. Nous avons bien entendu écrit à l'inénarrable Cour constitutionnelle. Naturellement, nous nous sommes heurtés donc au silence ou alors à une fuite en avant constante et permanente. Mais malgré cette fuite en avant, malgré le refus des institutions de jouer leur rôle, malgré le côté partisan des institutions, nous n'en démordons pas. Nous ne reculerons pas
Et nous allons donc continuer à nous engager, nous allons continuer à exiger la clarification de la situation au sommet de l'État, la clarification de la situation de M. Ali Bongo, qui est le détenteur du pouvoir suprême. Et c'est pourquoi, pour y parvenir, nous demandons à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, de faire ce qui est en son pouvoir pour que nous puissions voir clair dans cette situation et permettre à notre pays de fonctionner à peu près normalement. Parce que chacun a bien constaté depuis quelque temps que d'un point de vue institutionnel, les impostures ont succédé aux impostures. Après l'imposture à Gève, nous avons aujourd'hui une nouvelle imposture qui s'est installée avec la nomination d'un coordonnateur général des affaires présidentielles qui, en fait, normalement, c'est un fonctionnaire. On peut l'assimiler à un fonctionnaire, mais en tout cas pas à un homme politique. Et chacun constate bien que cette personnalité qui peut être assimilée à un fonctionnaire, eh bien, on voit des correspondances qui circulent, des correspondances adressées à des ministres, des injonctions. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un fonctionnaire, fût-il membre du cabinet du président de la République, donc se permettre de donner des injonctions, de donner des ordres à des ministres. Non. Non, les ministres ne prennent leurs ordres que du Premier ministre et du Président de la République et de personne d'autre, fût-il coordonnateur général. Tout cela montre bien que d'un point de vue institutionnel, notre pays a de graves problèmes. Dernièrement, vous avez suivi la déclaration de politique générale de Mme Osuka à l'Assemblée nationale. Chacun a pu constater qu'à la tribune de l'Assemblée nationale, durant la déclaration de politique générale, eh bien, Mme Osuka s'est permise de parler de l'épouse de M. Ali Bongo, comme si l'épouse d'Ali Bongo était devenue un maillon de la chaîne institutionnelle du Gabon. Nous disons donc que tout cela doit s'arrêter et pour que tout cela s'arrête, il appartient aux Gabonais de prendre leurs responsabilités. Il appartient aux Gabonais de défendre leurs droits. Comme disait un grand bonhomme, quand un peuple ne défend plus ses droits et libertés, il est mûr pour l'esclavage. Je refuse de croire que le peuple gabonais est mûr pour l'esclavage. Je refuse de l'accepter et je pense que les Gabonais doivent donc pouvoir défendre leurs droits civils et politiques. Ils doivent défendre la liberté de conscience, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté de circuler. Ils doivent aussi défendre la Constitution partout et en tout lieu. Oui, j'entends certains qui nous diront déjà, mais les institutions ont déjà fait la preuve de leur partialité. Les institutions ont déjà montré que quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, elles prendront toujours fait et cause pour le régime en place. On leur répondra 100 fois sur le métier, nous devons remettre l'ouvrage. Nous devrons essayer, nous devrons toujours essayer et réessayer encore. Parce que si nous ne faisons rien, nous sommes au mieux des victimes consentantes et au pire, donc, nous devenons des complices. Je refuse que le peuple gabonais soit complice d'une éventuelle imposture. Je refuse que le peuple gabonais assiste impuissant à la confiscation de son destin. Et avec moi, tous mes collègues d'Appel à Agir, et je pense, et nous pensons, nous, à Appel à Agir, que ce soit moi, que ce soit Marc Onaï Sangui, Edgar Owono, Nicolas Nguema, Kevin Ange Nzigou, Elsa Rituel Boukandou ou Noël Bertrand Boutzanga, Sidobian, nous pensons que les Gabonais doivent être capables de se libérer de la situation actuelle et de libérer leur pays de la situation actuelle dans le respect des règles. Nous pensons donc, et c'est pourquoi nous sommes ici pour discuter avec les Gabonais, parce que si nous ne faisons rien, eh bien, la nature risque de reprendre ses droits et nous mener vers une destination inconnue. Il vaut donc mieux dès à présent que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Voilà ce que nous avions à dire pour commencer. Okay, merci Franck. Je vais demander à Marc de prendre la suite de Franck. Marc, c'est à toi la parole. Tu peux brancher ton micro. Merci Jean-Gaspard. À la suite de Franck Djimbi, qui a évoqué un certain nombre de problèmes que nous connaissons aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur la confiscation de l'espace civique. Déjà, depuis 2009, nous avons subi ce pouvoir dictatorial de la famille Bongo avec un certain nombre de restrictions. Ça part de la confiscation de tous les pouvoirs jusqu'à la confiscation de toutes les institutions. On ne peut pas être dans un État démocratique qui est proclamé sur tous les toits, tant au Gabon qu'à l'international, et faire en sorte que toutes les institutions se retrouvent entre les mains d'une seule institution. Le président de la République est une institution et nous avons à côté des contre-pouvoirs.
Mais quand tous les contre-pouvoirs n'arrivent même plus à être différenciés d'une seule institution, le président de la République, et là, je pense que nous sommes tombés directement dans une dictature. Et dans une dictature, les citoyens ont le droit de prendre leurs responsabilités. Nous l'avons vu dans différents pays, que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique. Mais nous sommes convaincus, moi je suis convaincu, contrairement à ce qui se dit, que le peuple gabonais est un peuple souverain. Quand les institutions ne peuvent plus jouer leur rôle, ce sont les citoyens qui doivent jouer ce rôle. Et nous, dans le cadre d'Appel à Agir, nous avons pris la responsabilité, non seulement d'interpeller cette première institution, qui est confondue à un individu. Ce n'est pas la présidence de la République qui constitue une institution, c'est le président de la République qui est une institution. Aujourd'hui, depuis 2018, nous constatons que cette institution ne fonctionne plus comme cela se doit. Mais les autres institutions qui sont des contre-pouvoirs, c'est-à-dire des pouvoirs pour pouvoir contrôler le fonctionnement de cette seule institution, ces institutions sont aphones. À la limite, comme Franck l'a dit, ces institutions sont complices. Je prends le cas de la Cour constitutionnelle. Que ce soit la modification constitutionnelle que nous avons vécue pour déclarer l'indisponibilité temporaire, provisoire, que ce soit toutes les autres décisions qui sont prises aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la pandémie, nous sommes en train de constater qu'il n'y a plus de contre-pouvoir. La preuve, nous avons introduit des requêtes auprès de la justice pour nous interroger sur la capacité de cette première institution à jouer pleinement son rôle. C'est cette justice qui s'est livrée à une sorte de guéguerre interne, au point où, au niveau international, on s'est posé la question à quoi ressemble la justice gabonaise. Je pense, très sincèrement, que la société gabonaise est composée de démembrements. Vous avez d'un côté la société civile, que d'aucuns n'arrivent même pas à définir dans notre pays. C'est quoi la société civile, par exemple? On a tendance à renvoyer le terme de société civile à des organisations comme celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les syndicats, alors que société civile, c'est presque tout le monde, sauf ceux qui ont la responsabilité de jouir d'un certain nombre de pouvoirs. Je suis société civile en tant que citoyen. Je suis aussi société civile en tant que responsable d'une organisation. Idem pour ma mère au village qui cultive son manioc. Idem pour cet étudiant qui défend les intérêts du monde éducatif. Idem pour des enseignants. C'est ce qui constitue la société civile. Il appartient donc à cette société civile, dans sa diversité, de prendre ses responsabilités. J'ai tendance, peut-être je me trompe, à constater que beaucoup mènent le combat par procuration. Beaucoup de citoyens gabonais ne se sentent pas engagés dans ce combat. Beaucoup estiment que ce sont les uns et les autres qui doivent mener ce combat à leur place par procuration. C'est comme s'il y en a qui étaient des sous-traitants, d'autres qui sont à la limite des donneurs de leçons, c'est-à-dire des distributeurs de points. Non, c'est peut-être, je peux me tromper, mais c'est peut-être un constat que je fais. Mais je dis tout simplement que face à la situation où nous sommes en train de vivre, où les libertés sont en train d'être arrachées, où l'espace civique est en train de se restreindre, nous devons prendre nos responsabilités. On profite de la pandémie pour empêcher les Gabonais d'exercer leur droit le plus fondamental, aller et venir, sous prétexte de la contamination ou bien de la diffusion du virus. J'ai cru lire quelque part que le gouvernement avait pris une sorte de décret pour contrôler les flux financiers des organisations de la société civile, des ONG, des associations. Voilà encore une fois une violation des libertés. Encore que, pour ne prendre que cet exemple, les banques jouent pleinement ce rôle. Si les finances obtenues par des organisations venaient des origines douteuses,
je pense que les banques seraient en mesure de les bloquer. C'est juste une parenthèse. Et nous sommes là pour sensibiliser, pour passer un message, pour demander aux Gabonais de se mettre debout et défendre leurs droits, défendre la citoyenneté. Et cette défense n'a pas de prix. Une liberté ne se négocie pas. Une liberté, elle est acquise et elle se défend. La liberté d'aller voter, comme en 2016, où nous avons décidé d'aller porter notre choix sur des citoyens gabonais qui se sont présentés à cette élection. C'est ça le rôle de la démocratie. On doit nous reconnaître ce pouvoir. Mais malheureusement, le choix que nous avons fait n'a pas été respecté. N'a pas été respecté par qui? Par des institutions inféodées à un système vieux de plus de 50 ans. Nous ne sommes plus, je terminerai par là, dans cette première intervention, nous ne sommes plus une génération qui devrait accepter ces impostures. Nous sommes là, dans le cadre d'Appel à Agir, d'éveiller les consciences. Et c'est cette mission qui nous conduit aujourd'hui à organiser ce live, cette conférence à plusieurs, face aux Gabonais qui nous regardent et qui nous écoutent et qui peuvent également nous poser des questions. Voilà un peu, Jean-Gaspard, ce que je pourrais dire dans cette première intervention. Merci à toi, Marc. Écoute, tu vas fermer ton micro. Et puis, je vais passer la parole à Elsa, qui va, elle aussi, s'exprimer à son tour. À toi, Elsa. Merci, Jean-Gas. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et surtout, merci pour l'intérêt que vous avez bien voulu accorder à ce live, qui est une première expérience pour le collectif Appel à Agir que nous sommes. Il vous souviendra que depuis 2 ans, depuis que Ali Bongo a fait un AVC à Riyad, au vu de l'imposture qui s'est installée consécutivement à cette situation de maladie, nous nous sommes levés et nous avons voulu interpeller le peuple gabonais sur la question de savoir qui dirige le Gabon. Ça n'a pas été une sortie fantaisiste. Ce n'était pas pour se faire un nom sur la scène politique. Ce n'était pas par souci d'exister, non. Mais parce que nous avons été interpellés au plus profond de notre citoyenneté sur la nécessité de savoir qui, au sommet de l'État, depuis qu'Ali Bongo est malade, depuis qu'il est dans une situation douteuse, on s'est demandé qui engage la destinée du peuple gabonais en son nom et pour son compte. Au moment de la reddition des comptes, vers qui allons-nous nous tourner? Et nous avons eu un faisceau d'indices qui nous ont confortés dans ce doute que nous avions eu sur les capacités cognitives d'Ali Bongo. Franck et Marc Ona qui m'ont précédé vous ont fait un bref rappel des actions que nous avons menées sur le plan institutionnel, sur le plan judiciaire, parce que nous avons voulu que notre démarche soit responsable, que notre démarche soit citoyenne, que notre démarche soit républicaine. Au moment où nous vous parlons, beaucoup s'interrogent assurément sur l'issue de la procédure judiciaire que nous avons particulièrement ouverte devant le juge judiciaire, selon laquelle nous attendions que ce dernier contraigne Ali Bongo à se soumettre à une expertise médicale qui permettrait de lever le doute sur son état de santé. Nous avons été, il vous souviendra, en première instance, le juge s'est déclaré incompétent, on a saisi la cour d'appel qui a autorisé Appel à Agir à assigner Ali Bongo. On a vu dans la presse que la présidente de la cour d'appel en son temps avait été sanctionnée parce qu'elle a autorisé l'assignation d'Ali Bongo. Sur le plan judiciaire, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer parce qu'on a vu
les avocats d'Ali Bongo allaient en cassation pour attaquer un acte d'administration de la justice. C'est comme si vous allez porter plainte à quelqu'un, l'autorité devant laquelle vous portez plainte vous autorise à faire venir devant elle votre adversaire et ce dernier va faire appel de la convocation. Vraiment, il faut être au Gabon pour voir ça. Et on est allé devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a eu le courage de prendre une décision dans laquelle elle dit, la Cour de cassation, au nom du peuple gabonais, casse et annule l'ordonnance querellée dans toutes ses dispositions. Waouh, quel choc! J'aurais aimé que vous soyez là pour voir l'attitude ou la tête que notre avocat a faite ce jour-là. Et avec notre accord, ce dernier a saisi à nouveau la Cour de cassation, statuant avec toutes ces chambres réunies, et nous attendons toujours l'issue de cette saisie. Ceci pour dire que nous ne nous sommes pas lancés dans ce combat par fantaisie, et nous n'attendons pas nous arrêter là, parce que la conviction selon laquelle Ali Bongo ne gère pas ce pays demeure, elle est la nôtre. C'est la raison pour laquelle ce soir nous venons comme raviver la flamme. Il ne faut surtout pas que les Gabonais se résignent. Il ne faut surtout pas que nous donnions le sentiment à ceux qui ont confisqué le pouvoir suprême que les Gabonais ne s'en préoccupent plus, que les Gabonais ont oublié qu'il y a une imposture qui s'est installée au sommet de l'État. Je vous en conjure, il ne s'agit pas d'une ambition politique personnelle d'Elsa, de Jean-Gaspard Tuntumaï, de Nicolas Nguema, de Minot ou d'Edgar. Il s'agit d'une responsabilité citoyenne. C'est à nous, citoyens, de nous préoccuper de comment les institutions de la République fonctionnent. Qu'on le veuille ou pas, tous les Gabonais savent que Ali Bongo s'est imposé par les armes en 2016. Mais quoi qu'il en soit, c'est lui qui s'est installé à la présidence de la République. Et c'est lui qui, avant l'AVC de Riyad, engageait le Gabon. Aujourd'hui, on ne sait plus qui engage le Gabon et on ne doit pas se dire « Ah, on va encore faire comment ?» Il y a des questions pour lesquelles on ne doit pas se permettre de dire « On va encore faire comment ?» Parce que les conséquences de ces situations ont des impacts aujourd'hui et pour l'avenir. Nous le savons que le pouvoir qui nous dirige, même en temps d'accalmie, n'a jamais pris de décision en faveur du peuple gabonais. Donc, ce n'est pas maintenant, en cette situation d'imposture criarde, que les décisions qui vont sortir de là vont être au profit du Gabon. Non, et nous ne devons pas l'accepter. Nous ne devons pas l'accepter, c'est la raison pour laquelle nous ne nous lasserons jamais. Nous les 10 qui avons voulu porter ce fardeau, de vous interpeller, de rappeler à notre conscience que, attention, au-delà de toutes les mascarades qui se font, aujourd'hui, ils font du coronavirus un prétexte pour la dictature. N'oublions pas l'essentiel. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui, depuis le 24 octobre 2018, si mes souvenirs sont bons, qui dirige le Gabon. Tout ce que nous avons demandé pour pouvoir lever le doute ne nous a pas été donné. Et cette attitude venant des gens d'en face me conforte, moi, d'abord personnellement, que connaissant ces gens, orgueilleux comme ils sont, si nous avions tort, ils nous auraient brandi les preuves. Aujourd'hui, ils seraient en train de nous poursuivre en justice pour diffamation, pour tout, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on a raison. Et si aujourd'hui, ils continuent de faire ce qu'ils font, c'est peut-être parce que nous ne sommes que 10 à revendiquer cela. C'est peut-être parce qu'on donne le sentiment que parce qu'Appel à agir ne fait plus de causerie à cause du coronavirus, que parce qu'Appel à agir ne pose plus la question qui dirige le Gabon, que les Gabonais ont oublié. N'oublions surtout pas
Et il faut qu'on le rappelle tous les jours. Il faut qu'on martèle cela. Oui, nouveau ministre, nouveau Premier ministre, c'est bien. Déclaration de politique générale, même si ça n'a aucun contenu, c'est bien. Mais nous, les Gabonais, on veut savoir qui dirige le Gabon. C'est Franck Njimbi qui a coutume de le dire. Depuis 2 ans, Ali Bongo est une image télévisuelle. Les rendez-vous républicains sont devenus des rendez-vous télévisuels. Le président de la République, on ne le voit qu'à travers un écran. On ne l'entend qu'à travers des vidéos montées. Il n'y a plus de direct, il n'y a plus d'interaction avec Ali Bongo. Et tout ceci nous conforte dans l'idée selon laquelle ce n'est pas Ali Bongo qui est aux commandes de notre pays. Et en tant que citoyen, c'est un devoir de ramener le débat au goût du jour, sur la table, et de dire, OK, mesures relatives à la relance de l'économie, c'est bien. Mesures relatives à la prochaine rentrée des classes, c'est bien. Mais qui dirige le Gabon? Qui dirige le Gabon? C'est la question qui est la nôtre. Donc, toutes les fois que l'occasion me sera donnée, c'est un sujet pour lequel je ne ménagerai aucun effort. Parce que ça nous interpelle tous, ça nous engage tous. Ça engage aussi bien l'opposition que la majorité. Aujourd'hui, même s'ils font semblant de ne pas l'admettre, il y a une débandade totale, même au sein de la majorité, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de capitaine. Il n'y a plus personne qui fixe le cap. Et voilà, parce qu'il n'y a plus personne qui fixe le cap, le chaos, le mur vers lequel nous allons, nous serons tous des victimes. Qu'on se dise apolitique ou pas, ça va tous nous engager, ça va tous nous éclabousser. Donc, il est important que ça nous interpelle tous et que chacun de son côté commence à interroger sa citoyenneté la plus profonde et pour se dire non, à un moment donné, il faut que ça cesse. Donc, merci d'être connecté avec nous, de nous suivre et c'est avec plaisir que je répondrai avec les autres à toutes vos questions. Merci. Merci à toi, Elsa. Je vais donc donner la parole à Edgar pour la 4e et dernière intervention introductive avant de donner à Freddy la parole tout à l'heure. Merci, Edgar, à toi. Oui, merci, Gaspard, et merci au peuple gabonais. La question, c'est qui dirige le Gabon? On est toujours là-dessus. Qui dirige le Gabon? Nous avons pour socle du Gabon la Constitution. Et c'est cette Constitution qui garantit le vivre ensemble. Et dans cette Constitution, on insiste sur le fait que la souveraineté appartient au peuple. Donc au Gabon, le peuple est souverain. Et ce peuple-là peut soit exercer directement sa souveraineté, soit la faire exercer à travers le vote. J'ai envie de dire que dans cette Constitution, il y a un certain nombre d'attributs réservés au président de la République. Et depuis un bon bout de temps, pour tenter de faire fonctionner la République, parce que pour la faire fonctionner, il faudrait qu'on puisse s'asseoir sur la Constitution. Et comme on ne sait toujours pas qui est réellement le président de la République, et qu'ils ont du mal à faire fonctionner la République, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme stratagème? C'est de faire des entorses à la Constitution. Depuis le début, il y a déjà la Cour constitutionnelle qui s'auto-permet de modifier la Constitution. Mais mieux, depuis très peu, on arrive à faire voter des lois qui sont inférieures à la Constitution, qui donnent aux gens, à des personnes que le président de la République nomme, les mêmes pouvoirs que la Constitution confère au président de la République, mais avec plus de pouvoir. Voilà qu'un membre du gouvernement ou le gouvernement peut se retrouver avec des pouvoirs qui sont réservés au président de la République dans la Constitution pour 15 jours, et ils peuvent l'avoir pour 45 jours. Et ils le déclenchent comme ils veulent. Il n'y a pas de procédure qui déclenche. On ne sait pas qui a su, mais on ne sait rien du tout. Voilà qu'on nous amène dans une situation d'état d'urgence sanitaire. Mais quand on est en crise sanitaire, les articles sur lesquels on s'est appuyé
pour mettre en place la loi sur l'état d'urgence sanitaire, ce sont des dispositions constitutionnelles faisant état de l'organisation de la santé. Mais chose curieuse, ce n'est pas la santé qu'on réorganise, ce sont les états-majors des forces de défense qu'on réorganise. Je crois qu'en moins de 12 mois, on a réorganisé 2 fois les responsables des différents états-majors des forces de défense. Aujourd'hui, on vit un couvre-feu que Dieu seul sait comprendre. Je ne sais pas si couvre-feu veut dire que les véhicules ne doivent pas circuler, mais les piétons peuvent circuler. On nous parle de distanciation sociale. Il est interdit des réunions de plus de 10 personnes de toute nature. Mais allez-y au marché Montbouet. Vous aurez 3 à 4 personnes au mètre carré. Et je crois que plus de la moitié de ces personnes ne portent pas de masque. Mais c'est comme ça tous les jours à Montbouet. Elsa l'a dit tout à l'heure, on était à la Cour de cassation. Je crois qu'on était à peu près 30, quarantaine dans cette salle, avec une organisation des bancs pour s'asseoir. Si on arrive à faire ça dans un tribunal, si nous, à l'Assemblée nationale, on arrive à être à plus de 160, les 142 députés plus les membres du gouvernement, dans une salle assez restreinte, et qu'on a assis l'un à côté de l'autre à moins de 50 cm, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir le même type de discipline dans une église. Je ne sais pas comment on pense projeter la rentrée scolaire. Des enfants dont l'âge varie entre 4 ans et 10 ans, qui ne sont pas suffisamment responsables et conscients, on les mettra 2 par banc, ou on en mettra une trentaine dans une salle de classe, mais on ne peut pas permettre à des grands garçons comme nous de faire une causerie quelque part. On ne peut même pas nous permettre d'aller à l'église. J'ai envie de démontrer qu'on a là en face de nous des gens qui ont contourné la Constitution pour exercer le pouvoir, parce que celui qui est censé exercer le pouvoir par la Constitution n'est pas là. Alors, moi, j'interpelle le peuple gabonais pour dire la souveraineté appartient au peuple. Je dis souvent à mes amis du quartier que la première institution de ce pays, c'est le peuple. Et je demande au peuple gabonais de constater qu'on veut nous mettre dans une ambiance, dans une accoutumance de cet Ali Bongo que nous voyons à la télévision, qui rencontre Faure et Yadema, qui rencontre un certain nombre de diplomates. Mais je continue à dire que nous sommes des Gabonais et que la souveraineté appartient au peuple gabonais. Le président de la République a été élu par des Gabonais. Il n'a pas été élu par Faure et Yadema, il n'a pas été élu par les diplomates extérieurs. Il a été élu par des Gabonais. Et je trouve curieux que ces mêmes Gabonais, qui se posent pas mal de questions, n'arrivent pas à discuter avec leur président. Ce peuple qui est souverain, ce peuple par lequel on exerce tout ça, n'arrive pas à discuter avec leur président de la République pour se rassurer. Simplement pour dire à mes concitoyens, vous voyez, ce matin, j'ai discuté avec un ami. Je lui disais, j'ai un cousin qui est médecin, chirurgien. Il habite à Québec-Plaine. Ça fait 4 ans, 5 ans. Il est chirurgien. Ça fait 4 ans, 5 ans. Il n'a pas d'eau. Quand il rentre d'une opération le soir, il vient chercher de l'eau chez moi où il attend quand on vient livrer de l'eau. Dans un coin vers Bellevue, on installe une borne. Tout le monde dit merci. Le peuple gabonais, vous êtes au 3e arrondissement de Libreville, en plein centre-ville. On vous amène une bonne fontaine en 2020, dans un pays équatorial, à forte pluviométrie. Vous dites merci. On veut même nous faire croire qu'on n'a pas de droit. On n'a aucun droit. Je ne trouve pas ça normal. Que vous êtes chirurgien, ça veut dire que vous avez fait entre 9 et 10 années d'études après le bac. Vous arrivez à un endroit où vous avez des latrines. On est en 2020, on est en plein 3e arrondissement de Libreville. Et quand on veut comprendre ça, et qu'on veut poser la question à celui qui nous a promis un avenir meilleur entre 2020 et 2025, on ne peut pas y accéder. Parce que c'est des questions qu'on voudrait bien poser. Et ce qui est beaucoup plus grave, Elsa le disait, il y a des gens ici, dans notre pays, qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et que nous, citoyens gabonais, on veut nous faire croire qu'on n'a même pas le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Rien que le droit de dire « je ne suis pas d'accord », tu vas en prison pour ça.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je continue à dire que, Gabonais, il ne faut pas sous-traiter votre souveraineté. Il ne faut pas la traiter du tout. On a des potentialités dans ce pays, mais on ne peut pas vivre comme si on était à l'époque de Ceausescu. On ne peut pas reculer. Ce n'est pas possible. Donc, nous n'entrons pas dans beaucoup de choses. Nous voulons simplement dire qu'un bateau qui n'a pas de capitaine n'a pas de cap. Et nous continuons à nous dire qu'on nous dise qui dirige le Gabon. Parce que nous sommes convaincus que toutes les contradictions que nous observons au sommet de l'État, il y a le Premier ministre qui vient faire une déclaration de politique générale, mais vraiment une aberration, qui remercie le président de la Cour constitutionnelle, donc le président d'une institution constitutionnelle. Un membre du gouvernement vient dire merci au président d'une Cour constitutionnelle. Au lieu de dire merci au président de la République et de s'en arrêter là, parce qu'en réalité, la souveraineté du peuple gabonais est transférée au président de la République par le vote, et lui, il nomme un Premier ministre. Mais je suis surpris qu'on vienne remercier le président de la Cour constitutionnelle, qu'on vienne remercier l'épouse du chef de l'État, parce que je n'ai pas envie de dire première dame, c'est des expressions qui n'existent pas chez nous. Voilà, balancé comme ça pour ouvrir le débat, les éléments qui, moi, me confortent sur le fait que, plus que jamais, qui dirige le Gabon. Je vous remercie. Merci Edgar. Je vais maintenant passer la parole à Freddy Mendom. Donc, pour ceux qui nous suivent, en fait, Freddy Mendom, c'est un compatriote gabonais à qui nous avons proposé de se joindre à nous en direct pour cet échange. C'est quelque chose que nous ferons régulièrement avec vous, invités directement les uns et les autres à intervenir à nos côtés pour participer au débat et apporter aussi leur contribution. Donc, Freddy, je te laisse la parole. Ton micro, Freddy, s'il te plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'honneur qui m'est fait ici, de faire partie de ces éminentes personnes ô combien légalistes qui se sont armées d'un courage incommensurable pour braver les tours de Pise et autres institutions entre griffes inféodées au pouvoir en place. Or, de ce faisant, je dirais ceci, afin que nul n'en prétexte ignorance, bien sûr, le président de la République est le chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État. Vous voyez cet article, c'est l'article 8 de la Constitution dans son alinéa premier. Cet article résume à lui seul l'intensité, la débauche des pouvoirs que la Constitution confère à l'institution qu'est le président de la République. Parce qu'en petite parenthèse comme ça, je trouve je trouve les entités, je vais utiliser l'expression les entités parce que pour moi, ils ne sont pas humains. Ce sont des entités extraordinaires qui n'ont pas pu faire la distinction entre la personne, l'individu qui incarne l'institution qu'est le président de la République. On peut bien cacher la maladie de X ou Y. On peut bien occulter l'état de santé d'un fonctionnaire parce que cela relève du secret familial, par exemple. Mais le faire avec la personne institution, c'est vraiment extraordinaire, c'est du jamais vu. Et je vous assure qu'on ne verra plus rien comme ça sur cette terre. Donc, à l'effet de cet article, qui résume à lui seul l'étendue, l'intensité des pouvoirs du président de la République, vous verrez que depuis le 24 octobre, il y a un vide. Il y a un vide. Ce qui faisait que la personne qui comblait l'institution, la personne institution, je ne vais pas toucher la personne individu, on sait ce qu'il est arrivé. La personne institution
qui étaient encadrés, dont les pouvoirs et les prérogatives étaient encadrés par cette disposition 8 de la Constitution, a totalement disparu. L'institution a disparu. Bon, on veut un peu amalgamer en disant qu'il est là, il a reçu son homologue, il a fait une petite vidéo, Snapchat, ce genre de choses. Mais ils ignorent que nous, en tant que légalistes, lorsqu'on se pose la question de savoir qui dirige ce pays, nous ne cherchons pas la personne, nous ne cherchons pas l'individu, nous cherchons l'institution. Mais l'institution n'est pas là, d'où le vide institutionnel. L'institution chargée de veiller au respect de la Constitution, de par son arbitrage, d'assurer le fonctionnement des pouvoirs publics n'est plus là. On se retrouve avec pour conséquence immédiate un Premier ministre qui vient tisser des louanges devant le peuple à un individu que la Constitution ne reconnaît même pas, à un individu que la Constitution ne reconnaîtra jamais. Une institution parce que je ne sais pas si l'institution de Premier ministre a souvenance qu'elle est une institution. Une institution ne remercie pas une autre institution. Lorsque nous sommes dans le respect de la séparation des pouvoirs. Et ce vide juridique qui s'est installé depuis près de 3 ans a eu des conséquences que on n'a pas besoin d'être bandit ou avoir bac plus 12 ou être apprenti franc-maçon pour comprendre ce qui se passe. Voici les conséquences. Pouvoir usurpé, qui s'est fait usurper, Donc nous sommes allés d'usurpation en usurpation en usurpation. Usurpation de fonctions, usurpation de titres, usurpation de prérogatives. Je vais m'arrêter sur l'usurpation de prérogatives. Il faut comprendre une chose. Chacune des institutions a, à son niveau, usurpé les fonctions et les prérogatives de l'institution qu'est le président de la République. Je vais commencer par la très sinistre Cour constitutionnelle. Vous vous souviendrez que lorsque le Premier ministre d'alors, paix à son âme, Franck-Emmanuel Issozen-Gondé, décide de saisir la Cour constitutionnelle en subliminal aux fins de constater la vacance de pouvoir, parce que c'est de ça qu'il était question. Mais comme la fameuse tour de Pise, dans son souci séculaire de protéger ce qui lui est acquis, a fait autrement. Bref, donc la première usurpation de compétences, elle est faite par l'institution qu'est la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Premier ministre d'alors saisit la Cour constitutionnelle aux fins de constater la vacance de pouvoir, car c'est de cela dont il était question, comme par magie, la Cour constitutionnelle met en place ou déclenche la disposition constitutionnelle qui permet au président de la République à lui seul de déléguer une partie de ses pouvoirs pour un conseil de ministres, de façon ramassée, je vais dire ça comme ça, pour un conseil de ministres au vice-président. L'institution du président étant vide, la Cour constitutionnelle s'octroie cette prérogative de permettre à un vice-président qui est nommé par l'institution du président qui n'est pas là, de suppléer le président de la République lors de ce conseil des ministres. Quelle loufoquerie juridique, loufoquerie constitutionnelle, tricotage juridique. Toutes les expressions vont passer, repasser, on va épuiser le Robert. Ça, c'était la première usurpation de prérogative. Et après, le pouvoir a été désinstitutionnalisé, diffus dans la nature, diffus dans l'État Gabon. Et lorsqu'un pouvoir est diffus, nous nous retrouvons avec plusieurs régents. Nous nous sommes retrouvés avec plusieurs régents qui, tour à tour, à des degrés divers, à des périodes diverses, ont usurpé les fonctions, en commençant par des fonctionnaires de la présidence de la République. Nul besoin de les citer ici. Qui a fait son show, qui a fait sa tournée, mettant en avant une délégation supposée du président de la République. Il s'est passé ce qui s'est passé, et depuis un moment, on a étrangement
un sombre fonctionnaire, un sombre titulaire d'un pouvoir illégitime qui donne des injonctions à un ministre qui est nommé par le président de la République et, sur proposition du Premier ministre, qui donne des injonctions à un Premier ministre, ce qui fait une troisième usurpation de compétences et de prérogatives. Pourquoi? Parce que l'article 8 de la Constitution n'est plus respecté. Il n'existe plus. L'institution qui assurait la garantie du fonctionnement des pouvoirs publics n'y est plus. L'institution qui était le garant de la Constitution, du respect des dispositions constitutionnelles, n'y est plus. En somme, je vais m'arrêter là, il ne faut pas avoir peur de le dire, le Gabon est un État sans exécutif apparent. Le Gabon est un État qui n'a plus de pilote. J'irai même plus loin. Étant donné que le garant de la Constitution n'est plus là, vu la manière dont est traitée la Constitution, que j'ai toujours qualifiée de Constitution biodégradable, rédigée sur du papier avec du crayon gomme, on n'a plus de Constitution au sens pratique. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci Freddy pour ton intervention. Nous avons eu un certain nombre d'interventions avec nos amis sur Facebook. Je vais mettre quand même en caméra pour vous les lire. Il y en a eu quelques-unes. Il y a un de nos amis compatriotes, Golden Don Samieri, qui demandait l'insurrection est-elle la seule solution? C'est une question qu'il se posait. Il y a Bertrand Christian Recoula qui dit « Nous allons travailler pour faire comprendre à la population qu'elle doit véritablement s'engager et non plus être spectatrice ou combattre par procuration. » C'est une bonne idée, c'est ce que nous attendons de chaque abonné, je crois. Nous avons Samuel Veondo qui nous dit « C'est lorsque nous aurons compris que c'est notre travail dans l'administration, dans le privé, dans les hôpitaux, qui les rend forts et puissants, et que pour les affaiblir et les faire fuir, il suffit de bloquer la machine à tous les niveaux. Nous serons ou frappés. Ça rejoint un peu ce que Marc disait tout à l'heure. Il y a Sly Van Abès qui pose une question en disant « Comment amener le peuple à suivre votre exemple sans craindre une quelconque répression? Car pour les Gabonais, vous êtes les seuls à pouvoir le faire. » Une question donc qui se pose à vous. Il y a Raymond Jeanne-Marie qui demande si nous pouvions l'éclairer sur les récentes modifications constitutionnelles. Elles sont quand même de longue date, je crois. Il y a Messire Nandon qui demande, qui nous fait dire qu'il attend son invitation. Il la recevra le moment venu. Et puis, il y a Karim Mabanga qui demandait combien d'associations de société civile à ce jour soutiennent l'action d'appel à agir. Ce sont là les questions qui sont donc posées par nos compatriotes sur Facebook. Je vous donnerai la suite des questions tout à l'heure. Mais déjà, si parmi vous, il y en a qui veulent intervenir, je vais leur donner la parole et je vais retourner à mon écran noir. Qui souhaite intervenir parmi vous? La parole à qui le veut. Alors, c'est moi qui vais désigner. Je vais demander à Elsa de reprendre la parole. OK. Merci à toi, Jongas, et merci à toutes ces personnes qui, par leurs réactions, par leurs questions, par leurs commentaires, montrent de l'intérêt à ce que nous faisons. Et au fond, c'est ça, appel à agir. Appel à agir, c'est inviter les Gabonais au sursaut républicain. C'est inviter les Gabonais à s'intéresser à la question de savoir qui dirige le Gabon. C'est emmener les Gabonais à, au-delà de la réponse, envisager des solutions pour sortir de cette situation d'imposture. C'est Marc Ona qui n'a de cesse de le répéter, que les Gabonais qui nous écoutent ne fassent pas d'appel à agir les sous-traitants de leur indignation. Que les Gabonais qui nous écoutent
ne fasse pas d'Elsa, de Franck, d'Edgar, de Freddy qui nous rejoint ce soir et de tous les autres qui font le collectif Appel à Agir, les dépositaires de la solution ultime pour non seulement répondre à la question de savoir qui dirige le Gabon, mais comment faire pour que cette imposture cesse. Le salut viendra des efforts conjugués de toutes les forces vives de la nation. Et en le disant ainsi, ça me permet de répondre à la question de savoir quels sont les mouvements ou associations ou les groupes de société civile qui soutiennent l'action d'appel à agir. Lorsque nous lancions ce mouvement, et nous l'avons salué, Dynamique Unitaire a fait une déclaration, une conférence de presse, lors de laquelle les syndicats réunis autour de la Dynamique Unitaire disaient clairement qu'ils soutenaient l'action d'appel à agir, et à cette époque, ils avaient préconisé d'aller rencontrer le chef de l'État pour toucher du doigt. Ils avaient dit, OK, tout le monde demande qui dirige le Gabon. En face, c'était Julien Kogué-Bekale, Premier ministre à l'époque. Nous avait dit, oui, il va bien. Je me souviens, un 23 mars, ils ont fait venir revenir Ali Bongo et ils nous l'ont brandi comme ça à l'aéroport en disant, oui, ils ne sont que 10 et nous sommes des milliers ici. Dynamique Unitaire a dit, OK, c'est très bien qu'ils soient revenus. Nous, on souhaite qu'ils nous reçoivent pour qu'on touche du doigt, qu'on fasse Saint-Thomas. Vous dites qu'il va bien et qu'il dispose de toutes ses capacités cognitives. Nous voulons une audience avec Ali Bongo. En principe, pour une société civile taxée d'opposants, ça aurait été l'occasion pour Ali Bongo de les recevoir et de discuter et de convaincre la Dynamique Unitaire de l'intérêt qu'il a pour leurs revendications. Mais il ne l'a pas fait. Donc, et Dynamique Unitaire est ressortie de là, confortant l'idée sur laquelle ce n'est pas Ali Bongo qui dirige le Gabon. Quant à Messire qui attend son invitation, OK, nous prenons bonne note et nous nous organiserons avec les autres pour voir comment faire participer d'autres citoyens gabonais pour qui la question de qui dirige le Gabon a de l'intérêt. Merci à M. Rekula qui a dit qu'il fera tout ce qu'il pourra pour emmener les Gabonais dans nos différents quartiers à se poser la question et à se mobiliser autour de cette question fondamentale. Au fond, c'est ça la solution. C'est une prise de conscience citoyenne. C'est un engagement personnel et républicain qui nous emmènera à l'issue de cette imposture. Il ne s'agira pas d'une action menée seulement par nous, mais il s'agira d'une mobilisation de tous les Gabonais. Et nous l'avons toujours dit, nous l'avons démontré, nous avons démontré l'efficacité de cette façon de faire. C'est un engagement citoyen qui va nous emmener à la réponse de qui dirige le Gabon et qu'est-ce qu'on doit faire pour en sortir. Je veux terminer, avant de passer la parole aux autres, par une citation que j'affectionne. C'est Ange Kevin Digou qui l'avait dit. « Les petits renoncements, les grandes lâchetés préparent de grands naufrages. » Nous aspirons tous au changement. Nous voulons tous mettre fin au système Bongo PDG qui n'a que trop duré, mais ne limitons pas la lutte seulement aux enjeux électoraux. C'est à force de petits combats, à force de petits coups, que nous allons faire tomber ce système. Et aujourd'hui, la question de la vacance criarde du pouvoir au sommet de l'État devrait être notre priorité. C'est une question d'urgence démocratique qui est posée par la situation actuelle. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser aux autres aussi la possibilité de réagir. Merci. Je vais passer la parole à Franck. Mais avant, je vais lui redonner deux questions qui ont été rajoutées par nos compatriotes. Nathalie Bouka qui dit « Le Gabon est un État sans exécutif. Que préconisez-vous pour permettre de sortir le Gabon de cette impasse ?» Et il y a Patrick Essongé Obam
qui dit, en fait, il pose la question de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention de l'honorable Séraphin Akouré Davin à l'Assemblée nationale lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Donc, Franck, je te laisse la parole pour continuer. Merci. Si nous avions la solution, si nous avions la baguette magique, je pense que nous aurions déjà déverrouillé la situation, que la situation ne serait plus cadenassée comme elle l'est aujourd'hui. Mais nous savons une chose, c'est que l'histoire des peuples est faite par les peuples et elle est faite par les hommes. Et que chaque peuple a sa propre histoire. L'histoire du peuple gabonais ne sera pas celle du peuple burkinabé, elle ne sera pas celle du peuple malien ou du peuple tunisien. Il appartiendra au peuple gabonais de trouver sa propre voie. Mais pour que le peuple gabonais trouve sa propre voie, il faut que les Gabonais individuellement s'engagent. Il faut que les Gabonais individuellement prennent leurs responsabilités. Il faut que chaque Gabonais choisissent de défendre ses droits et de défendre la Constitution, choisissent de dire que les institutions ne doivent pas être au service d'un camp, mais doivent être au service du peuple gabonais. C'est chaque Gabonais qui doit pouvoir rappeler aux personnalités qui animent nos institutions que l'avenir du Gabon ne doit pas être envisagé comme une somme d'avenir individuel. Non, il doit être envisagé comme un avenir commun, un avenir collectif. Et c'est parce que les Gabonais s'engageront, que c'est parce que chaque Gabonais individuellement, partout où nous sommes, chacun selon ses moyens, s'engagera, agira, posera des actes, que nous trouverons à force d'essayer notre propre voie. Nous trouverons notre voie. A priori, nous ne pouvons pas déterminer quelle est cette voie. Il faut que nous nous engagions. Il faut que c'est comme dans un match de football. C'est parce qu'on joue qu'on finit par marquer un but, qu'on finit par marquer. Mais au début du match, on ne sait pas quelle action amènera le but. Mais c'est parce qu'on joue qu'on finit par marquer un but. Donc, il faut que nous descendions dans l'arène, il faut que nous descendions sur le terrain, il faut que chaque Gabonais se sente concerné, que les gens n'aient pas l'impression, toujours pour parler de football, que c'est un match et que certains sont, depuis les gradins, sont des spectateurs qui regardent. Non, ce n'est pas un match de football. Nous tous, nous sommes engagés au même niveau. Nous tous, nous devons chacun, en ce qui le concerne, prendre ses responsabilités. Et quand nous aurons pris nos responsabilités, nous verrons que nous pourrons trouver une situation tous ensemble. Voilà ce que je pouvais dire à ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce que nous préconisons pour sortir de la situation? Mais c'est ce que je viens de dire. L'engagement individuel et collectif. Essayons, réessayons et essayons toujours. Marc. Ok, merci Franck. Je vais donner la parole à Marc qui va compléter le propos alors. Oui, merci Jean Gas. Dans la question qui a été posée, il y a l'intervention de l'honorable Akouré qui a suscité beaucoup de réactions au sein de l'opinion. Et il y a un compatriote qui pose la question de savoir comment nous avons trouvé un peu cette intervention. Moi, j'aimerais tout simplement dire qu'il y a deux choses qui ont retenu mon attention et que l'honorable Akouré a évoqué. Et je l'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention, les libertés fondamentales ne se négocient pas. L'action syndicale est une action consacrée dans la Constitution. Dans l'intervention de l'honorable Akouré, il a dénoncé ce qui s'est passé au ministère des Eaux et Forêts. Au sein de ce ministère régalien, l'un des ministères stratégiques dans ce pays, pour être une sorte de régie financière, nous avons tous vu, nous avons vécu, nous avons regardé ces images d'une attaque du personnel, c'est-à-dire des syndicalistes qui exécutaient, qui menaient leur action syndicale conformément à leur droit syndical. Tranquillement, de manière non violente, au sein de leur administration,
comme le confèrent et la Constitution et les textes réglementaires régissant le fonctionnement des syndicats. Et que les autorités de ce ministère aillent chercher des gendarmes pour venir non seulement les déguerpir, mais les blesser. Ce qui a attiré mon attention de l'intervention de l'honorable Akouré, c'est le lien que ce citoyen responsable, cet intellectuel gabonais, ce brillant médecin, le lien qu'il a fait entre l'interdiction de porter atteinte à la vie d'une espèce intégralement protégée dans notre pays, l'éléphant, et l'action menée par des agents de ce ministère. Je pense que ce parallèle, cette comparaison est très importante pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer dans notre pays. Est-ce que les droits syndicaux sont encore respectés dans notre pays? C'est la question qu'il a posée. Il est strictement interdit de tirer sur les éléphants, mais il est autorisé d'aller attaquer des syndicalistes au sein de leur propre ministère, en plein exercice de leur fonction, de leur activité, de leur rôle, en train de jouer leur rôle d'agents revendicateurs de leurs droits, de l'amélioration des conditions de vie au sein de leur ministère. La deuxième intervention, le deuxième point qu'il a évoqué, c'est la situation des prisonniers politiques. Comment est-ce qu'on peut comprendre le cas de tous ces prisonniers qui sont retenus aujourd'hui, alors que quand on regarde les dossiers, ces dossiers sont archivides, mais la justice gabonaise refuse de jouer pleinement son rôle. La justice gabonaise refuse de jouer son rôle. Je prends le cas de Bertrand Zibi. Les avocats de ce compatriote ont interjeté appel, mais ça fait 1 an, je crois, ça fait déjà 1 an, que l'affaire n'a pas été enrôlée, n'a pas été appelée. Et pourtant, les avocats ont joué leur rôle. Et dans le code de procédure pénale, les délais sont clairement mentionnés. Mais ces délais sont dépassés. Et normalement, si la justice faisait son travail, Bertrand Zibi et beaucoup d'autres prisonniers seraient libres aujourd'hui. Mais pourquoi on continue à les maintenir en prison? Voilà des points qui devraient constituer, je ne voudrais même pas parler au conditionnel, les points qui doivent constituer l'essentiel de notre combat. Et je voudrais rappeler un point très important. Autant que nous sommes les 10 que nous constituons aujourd'hui, nous sommes ici. Nous sommes à Libreville. Nous parcourons, nous discutons avec beaucoup de responsables, que ce soit au niveau de la justice ou ailleurs. On discute, nous savons exactement quel est l'état d'esprit en face. Mais en interpellant le Premier ministre par rapport à la confiscation de nos libertés, en interpellant le Premier ministre sur le maintien de nos compatriotes en prison, il a évoqué un autre point. C'est-à-dire, même au sein du PDG, on refuse même aux députés PDG, qui sont des élus, on leur refuse le droit de penser, de réfléchir, de faire leur choix personnel par rapport à une situation. La dépénalisation a fait l'objet de beaucoup d'interprétations, beaucoup de sanctions. Beaucoup d'élus ont été sanctionnés par le Parti démocratique gabonais comme si les députés étaient des députés du PDG. Comme si le PDG était cette instance qui votait les députés à l'Assemblée nationale. Alors que, pendant les élections présidentielles, on sillonne le pays, on sillonne les circonscriptions pour solliciter le vote des Gabonais. Et à l'Assemblée nationale, ce vote des Gabonais ne compte plus. Ils deviennent tous les députés du Parti démocratique gabonais qui sont sanctionnés pour avoir dit le contraire, pour avoir exprimé une opinion contraire à celle dictée par leur secte. Parce que je considère en ce moment-là que le PDG est une secte.
Alors, il va falloir que cette secte prenne ses responsabilités parce que le moment venu, chacun devrait rendre ses comptes. Voilà un peu par rapport à l'intervention de l'honorable Lacouré, ce que je retiens. Et je terminerai en disant, comme beaucoup l'ont dit ici, nous n'avons pas une solution miracle. La solution, c'est la somme de toutes les indignations que nous allons constater que chacun va produire en lui-même. C'est la somme des indignations qui feront en sorte que la situation change. Tant que nos indignations ne sont pas aussi fortes, en face, ils vont toujours faire semblant de nous montrer des images truquées, c'est-à-dire la post-production est passée par là. Quand on veut faire intervenir celui qui assure les fonctions du chef de l'exécutif, on passe à la post-production, on nous balance une vidéo et je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, nous disions stop. Donc voilà un peu ma réaction par rapport à ces quelques questions. Ok, je pense que nous étions un peu engagés à rester à peu près 1 heure. Nous y sommes. Je vais laisser Edgar conclure notre propos. Mais avant qu'Edgar ne prenne la parole, je vais lire deux réactions qui, de mon point de vue, sont un peu représentatives de l'état d'esprit de nos compatriotes. Il y a un premier, c'est lui, Martin Don, qui dit « C'est déjà beaucoup ce que vous faites, mais mademoiselle Boucandou Elsa, un leader ne s'exprime pas comme tu viens de le faire. Le leader montre l'exemple et ne dit pas que les Gabonais ne pensent pas que nous sommes les dépositaires d'eux, etc. » Et plus loin, il y a Geoffroy Fumbula Libeka qui réagit en disant « Les Gabonais doivent comprendre qu'il n'y a aucun sous-traitant de leur liberté. Il nous faut sortir de l'émotion pour embrasser l'action. Chaque Gabonais doit s'approprier le combat de sa liberté. » Et il continue en disant « Le combat civique se gagne effectivement à l'usure, comme le disait Frank Jimby. Il faut être de tous les combats jusqu'à trouver la faille, soit pour cet adversaire à la faute. » Donc je vais laisser Edgar un peu conclure sur cette séance et sur ses réactions, en sachant que nous nous sommes engagés au niveau d'Appel à agir, d'une part, à nous retrouver avec les Gabonais tous les vendredis, tant qu'on aura le couvre-feu et qu'on ne pourra pas aller les voir dans leur quartier, tous les vendredis soirs à peu près à la même heure, et aussi à nous organiser, à inviter sur ce plateau virtuel des compatriotes qui viendraient à s'exprimer les uns à la suite des autres. Je suis très heureux que Freddy ait été le premier à être des nôtres. La semaine prochaine, nous aurons certainement 1 ou 2 autres compatriotes qui sont avec nous. Donc, je vais donner à Edgar la parole pour conclure un peu pour ce soir. À toi, Edgar. Oui, merci, Jean Gass. Je crois que je vais conclure par une réponse à Martin. Elsa n'a jamais dit qu'elle était leader. Appel à agir, le groupe des 10, on n'a jamais dit qu'on était des leaders. On a simplement dit que nous sommes des simples citoyens. Et que, comme on dit, on a une convergence de traumatismes, des mêmes traumatismes, et on essaye de voir nos compatriotes pour leur expliquer. On a beaucoup plus une démarche, on a beaucoup plus de frustrations, et on essaie de dire à nos compatriotes que si tous ensemble, nous pouvons comprendre le Gabon de la même manière, si tous ensemble, on peut avoir les mêmes intérêts pour le Gabon, je pense qu'on peut faire quelque chose pour le Gabon. On n'a jamais dit qu'on était des leaders, on n'a pas dit qu'on avait des solutions. Franck l'a dit. On est des Gabonais, on est touchés dans notre amour propre et on vient sur la place publique pour expliquer ça à nos compatriotes. Est-ce que vous voyez ce que nous voyons? Est-ce que vous sentez ce que nous sentons? Est-ce que vous entendez ce que nous entendons? C'est simplement ce qu'on essaye de faire. On n'est pas des donneurs de leçons, on est des simples citoyens. Et je continue à dire, je pense que c'est Rekoula qui l'a dit, notre espoir, c'est que ce qu'on est en train de dire, ceux qui nous écoutent essaient de le réexpliquer à d'autres, question d'espérer une propagation géométrique de ce que nous tentons de faire. Marc l'a dit tout à l'heure, je vais vous montrer le niveau de gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Des députés, des responsables
élus par le peuple gabonais, qui est souverain. On demande à ces gens-là de libéraliser le choix des mœurs. On demande à des députés de libéraliser le choix des mœurs. Mais seulement, ils n'ont pas la liberté, eux, de voter. On demande à des Gabonais de préserver l'intégrité des éléphants. Ces mêmes Gabonais qui sont censés préserver l'intégrité des éléphants, la leur n'est pas préservée parce qu'on peut tirer sur eux. Voilà ce dans quoi nous sommes. On n'est pas de donneurs de leçons. Ce qui nous arrive, moi j'ai mon voisin aujourd'hui, qui a eu ce matin, qui a eu son enfant qui a fait une repalu. Il n'y avait rien de disponible à l'hôpital de Mélène. Le temps d'amener à l'hôpital militaire. Je lui ai dit, c'est comme ça qu'on paye notre part. J'ai discuté avec un ami tout à l'heure qui me dit depuis 3 mois, il n'a pas de salaire. Mais ce même ami, il y a cela 2 ans, me disait, Edgar, laisse tomber. Aujourd'hui, il me dit, mais Edgar, ce n'est pas sérieux. Je dis, c'est ça là que nous traitons depuis longtemps. Donc, j'ai envie de dire que, peuple gabonais, on n'est pas de donneur de leçons. On n'a pas une solution miracle. Mais on est en train de dire que quelqu'un tout à l'heure a demandé à Marc, que pensez-vous de l'intervention de Davin? C'est quand même curieux que le Gabonais, il ne croit même pas à ce qu'il voit. Il croit beaucoup plus à ce qu'il entend. Mais Davin a dit ce que nous vivons tous les jours. Ça fait 10 ans que nous vivons ce que Davin dit. Je ne sais pas pourquoi un Gabonais veut qu'on le lui explique, alors qu'il le vit, il le voit. Donc, moi, je dis appel à agir. Estime qu'un bateau qui n'a pas de capitaine est un bateau qui va vers un précipice. On est là comme des gens qui sont dans un bateau. Nous laissons aller à volo du courant, mais finalement, on a une nuit un peu plus fine. Et le bruit qu'on entend en arrière-fond, c'est le bruit d'une chute. Et on est en train de se dire, est-ce qu'on ne va pas vers un précipice? Après, on regarde le capitaine, mais on ne voit personne à la barre. C'est cette situation-là qui nous préoccupe. Et c'est dans cette situation que nous sommes de plus en plus. Donc, moi, j'ai dit aux compatriotes que nous sommes tous Gabonais. Nous sommes tous dans ce bateau Gabon. Je n'ai aucune ambition de quelque nature que ce soit. Mais j'estime que je suis à 7-8 ans de la retraite. Il faut que ma fille, qui fait de bonnes études, pour lesquelles j'ai mis de l'argent, j'aurais pu construire une maison et faire un investissement là-dessus, mais j'ai investi sur la formation. Pas pour qu'elle se retrouve en train d'aller vendre à mon boîte. Je pense que j'ai l'obligation et la responsabilité de régler ce problème-là. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est ce que j'espère demander, j'espère trouver la même attitude, les mêmes réactions vis-à-vis de mes compatriotes gabonais. Je vous assure que ce dans quoi nous sommes, ce vers quoi nous allons, ce serait dommage de le découvrir plus tard. Je crois qu'il faut le ressentir, il faut le pressentir et il faut agir. Voilà ce que je peux dire pour ma conclusion, Jean Gas. Merci Edgar, merci à tous et toutes. Donc on va se séparer sur ces mots et nous dire à la semaine prochaine, même heure, vers 20h30, et essayer de ne pas... Jean Gas, coupe le direct et tu nous laisses entre nous 5 minutes. Oui, donc nous allons nous séparer et dire à nos compatriotes à la semaine prochaine.